Bonjour, bienvenue. Je suis Margot Bernard de Indura. J'anime IRISC et c'est dans ce cadre qu'on vous propose le webinaire sur le processus data mining et son application au risque naturel avec l'INSA de Lyon et le LIRIS. Alors, juste en quelques mots pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore. Donc, IRISC, c'est une communauté collaborative d'intérêt pour le développement de compétences, la recherche appliquée et de l'innovation dans le domaine des risques naturels gravitaires. Donc, c'est un centre d'émulation d'idées d'avancement collectif où on le nomme aussi un centre de ressources et de compétences avec l'ensemble des compétences réunies par tous les partenaires. Donc, IRISC a souhaité lancer une chaîne de connaissances Web IRISC qui a pour vocation de porter à la connaissance du plus grand nombre les méthodes, outils, concepts, approches et expériences capitalisées dans les laboratoires et les entreprises. Voilà. Alors, pour ce webinaire, on est avec Catherine Potier, Christophe Rigotti et Titouan Launay. Je vais leur demander de se présenter en quelques mots. Catherine ? Oui, donc bonjour, Catherine Potier, je suis enseignant-chercheur à l'INSA de Lyon et je suis rattachée à un laboratoire de recherche qui s'appelle le LIRIS, qui est un laboratoire d'informatique dans lequel je travaille sur de la fouille de données issue généralement d'images satellites, donc optiques ou radars, et sur des calculs de champs de déplacement, etc. Et puis je suis aussi experte géologue pour la ville de Lyon. D'accord, merci. Christophe ? Donc bonjour, moi je suis Christophe Rigotti et de la même façon que Catherine, je suis enseignant-chercheur à l'INSA. Je suis rattaché au laboratoire LIRIS où je travaille sur le data mining, la fouille de données, et je suis également rattaché à l'équipe INRIA Biol. Merci. Titouan ? Bonjour à tous, je suis Titouan Launay, donc je suis étudiant en 5e année de génie civil et d'urbanisme à l'INSA de Lyon. Donc j'ai pu travailler avec Catherine et Christophe sur un projet de détection de singularité. Et par ailleurs, j'ai aussi créé une boîte d'informatique spécialisée dans les connaissances de données. Et donc dans ce cadre-là, des choses qui relèvent de ce séminaire. Merci, merci beaucoup à tous les trois. Alors, quelques rappels sur le fonctionnement pour interagir avec nous. Donc, vous pouvez poser des questions à tout moment dans l'onglet QR qu'on reprendra en fin de présentation. Vous pouvez aussi lever la main, ce qui me permettra de vous donner la parole pour que ça soit un peu plus interactif et s'il y a des questions qui peuvent difficilement des fois se poser par écrit. Ensuite, moi, je vous donnerai la parole, donc il vous suffira juste d'ouvrir votre micro. Voilà. Et puis, vous avez bien entendu l'onglet chat pour des discussions un peu plus informelles et des bonjours, au revoir. Voilà. Eh bien, je laisse la parole à Christophe, Catherine et Titouan. Voilà, donc vous devez pouvoir voir nos diapos. Très bien. Donc le séminaire aujourd'hui porte sur ce qu'on appelle le data mining et plus particulièrement sa place dans un processus de découverte de connaissances. Donc le but de la présentation, c'est de situer cette étape dans ce processus et d'illustrer de façon concrète sur un exemple qui est une séquence de travaux que l'on effectue depuis maintenant une dizaine d'années en collaboration avec le laboratoire LISTIC, qui porte sur la segmentation spatio-temporelle des champs de déplacement. Donc l'idée, c'est de trouver des zones dans l'espace et dans le temps qui ont un comportement similaire et cohérent. Et ça, l'application de ça, c'est notamment de résumer des jeux de données de taille importante, de pouvoir exhiber des phénomènes plus facilement observables ensuite, détectables par l'humain en fait, et de favoriser la détection, la formulation d'hypothèses. Alors, l'étape de data mining en soi, souvent, c'est une étape qu'on peut voir avec des visées prédictives ou descriptives. L'idée, ça va être de valoriser des données, souvent, pour faire du prédictif. Donc, ça peut être de dire, à partir des données que j'ai acquises, qu'est-ce que je peux prévoir de l'avenir, ou descriptif, simplement pour décrire ce que contiennent ces données, d'une façon plus
compréhensible par l'utilisateur. Ces étapes se font de façon dite supervisée ou non supervisée. Alors, superviser, un exemple typique, c'est par exemple, on me décrit des champignons, et pour chacun de ces champignons, on me dit s'ils sont toxiques ou pas toxiques, et on doit construire un modèle qui pourra ensuite décrire, prédire si un nouveau champignon qui arrive est toxique ou pas. L'idée de non superviser, c'est qu'au contraire, on ne me donne pas de catégorie a priori, et du coup, on va travailler à construire des modèles sans forcément avoir d'objectifs de catégorisation déjà préidentifiés au départ. Et c'est les catégories qui seront fournies par les algorithmes de fouille, sous la forme de règles, de motifs, d'ensembles, qui pourront nous permettre de les analyser. Dans ces constructions de motifs, de règles, de modèles, on se situe dans les techniques utilisées au carrefour de 3 domaines. Tout d'abord, l'IA, au sens, ça va nous aider à trouver quelles informations utiliser et comment les combiner, en fait. Mais aussi des statistiques. Par exemple, si on construit un modèle, on va vouloir faire des tests d'hypothèses par rapport à ce modèle, par rapport aux données qu'on a, pour étudier la significativité de ce qu'on a obtenu. Et puis aussi, on va se servir de choses qui viennent plutôt des bases de données, parce que souvent les données sont très volumineuses et on va avoir des problèmes d'indexation, de parcours, de gros volumes de données. Alors, cette étape dite de data mining de fouille, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir qu'en fait, elle n'est pas isolée, mais elle se situe dans tout un processus dont vous avez les étapes symbolisées ici, qui vont de la collecte à l'agrégation des données, en passant par le stockage, ensuite des étapes de nettoyage, de préparation, d'encodage, pour pouvoir derrière déclencher vraiment ces étapes dites de fouille, de data mining, qui vont produire en soi souvent beaucoup de modèles, beaucoup de motifs, beaucoup de règles, qu'il va ensuite falloir trier, visualiser, classer pour pouvoir les interpréter. En fait. La présentation d'aujourd'hui, elle va suivre un peu l'ordre de ce processus, et puis à la fin, on refera un petit focus sur une étape de pré-traitement sur laquelle on travaille en ce moment, qui est la détection de singularité. Alors, l'illustration d'aujourd'hui, pour ce processus, on va travailler avec des champs de déplacement. Donc, juste pour resituer un peu les choses, au niveau du champ de déplacement, on peut avoir par exemple une série d'images satellites, et puis on va suivre des éléments d'une image à l'autre, ce qui va nous permettre de calculer des vecteurs de déplacement entre 2 images. On va donc obtenir, là vous avez un petit champ très simple, 3 par 3, bien sûr, les champs manipulés sont beaucoup plus gros que ça, 500 par 500, 1000 par 1000 ou plus même, où pour chaque zone, on aura une idée du déplacement subi entre les 2 images. Et puis, souvent, en fait, pour chacun de ces vecteurs de déplacement, on va aussi pouvoir calculer un indice de qualité, une sorte de confiance, en fait, qui provient directement de la qualité des données, de la technique utilisée pour calculer le champ de déplacement. Ce dont on parle aujourd'hui, pour l'illustration, c'est une étape de data mining particulière qui porte sur de l'extraction de motifs, qui est quelque chose d'assez ancien maintenant en data mining, et qui est utilisé notamment pour récupérer dans les données les choses qui arrivent fréquemment, de façon récurrente, on va dire. On va s'intéresser à des motifs qui s'appellent des GFS patterns, qui sont un type de motif que l'on a construit et sur lesquels on travaille depuis pas mal de temps maintenant, qui ont l'avantage de nécessiter assez peu de pré-processing, les pré-traitements sont simples, et permettent de travailler de façon non supervisée. Donc, on n'a pas a priori à fournir d'autres informations aux algorithmes. Le pré-processing nécessaire est simple. Pour ce type d'extraction, il s'agit essentiellement d'une discrétisation. Donc, si j'ai un vecteur pour mon champ de déplacement, l'idée, ça va être de l'encoder avec des valeurs discrètes. Il s'agit d'encoder sa magnitude, donc la norme du vecteur. Ici, vous avez un encodage avec une échelle de 5 valeurs. Donc, on aura une magnitude forte, par exemple, avec un niveau 5. Et on encodera la direction. Donc là, vous avez une petite roue qui indique, secteur par secteur, quelles sont les étiquettes discrètes utilisées pour encoder l'orientation. Ici, on est plutôt de l'ordre dans ce secteur-là. Donc, on encode ce vecteur avec une direction 11. Une fois qu'on a fait cet encodage, on va se retrouver avec une série de champs. Donc là, ce sont ces petites matrices remplies de bleu à différents instants.
Et on va avoir une valeur qui indique en fait une des caractéristiques. Là, par exemple, ça peut être la magnitude, l'intensité du déplacement, avec simplement sur 3 niveaux, 1, une faible magnitude, 2, une magnitude moyenne, et 3, une forte magnitude. Donc, si je prends ce pixel-là dans mon image, sur cette zone, j'ai un fort déplacement, encodé par du 3. L'instant d'après, il devient très faible, puis il redevient très fort, et à l'instant 4, il est plutôt d'un niveau moyen. Donc, on va faire ça pour tous les éléments de la zone, et ensuite, on va encoder tout ceci sous la forme de séquences. Donc, pour chacun de nos emplacements, par exemple l'emplacement P1, donc pixel 1, hop, on va traduire la séquence de valeurs que l'on voit passer au niveau de ce pixel-là. Et ainsi de suite pour toutes les zones de notre image. Les motifs qu'on va chercher une fois ce pré-traitement effectué, donc dans le cas des GFS Pattern, ce sont des séquences de niveaux que l'on voit apparaître dans ces séries. Là, par exemple, vous avez un motif encodé pour dire niveau 3, donc forte intensité, très faible intensité, intensité moyenne. On va permettre l'introduction de sauts. Ça veut dire que ces éléments ne doivent pas forcément arriver de façon consécutive, donc on va autoriser certaines perturbations. Et on va aussi ne pas imposer que ceci se produise de façon synchrone dans toute la zone. La spécificité de ce type de recherche de motifs, c'est de travailler en essayant de trouver toutes les régularités qui reviennent de façon exhaustive. Les problèmes qui sont liés derrière, que l'on ne détaillera pas en fait dans cette présentation, sont essentiellement des problèmes algorithmiques combinatoires d'exploration d'espaces de recherche. On a pour le choix des motifs obtenus, retenus, différents critères. Un critère très utilisé, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Il faut que les motifs apparaissent souvent dans la zone. Là, par exemple, ce motif, donc 3, suivi de 1, suivi de 2, on le voit apparaître ici au niveau du pixel 1, emplacement P1. Donc fort, faible. Et puis là, on autorise un petit saut et on voit de nouveau l'autre niveau apparaître ici. On le voit apparaître aussi, par exemple, sur un autre endroit, P7, où là, les éléments apparaissent de façon contigue dans le temps. On va pouvoir représenter ça sous forme graphique, évidemment. Donc là, simplement, on va allumer sur une matrice en blanc les emplacements où cette séquence de valeurs apparaît dans le temps. Ça va nous permettre d'avoir une visualisation plus simple. Ensuite, on aura un second critère qui va être que ces éléments, une fois que l'on a éliminé ceux qui revenaient peu souvent, que l'on garde que ceux qui reviennent assez souvent dans l'image, on va imposer un critère de cohérence spatiale. Ça veut dire que cette séquence de valeurs, là, 1, suivi de 3, puis suivi de 2, avec éventuellement des petits gaps, il faut que les emplacements où on le trouve aient une certaine cohérence spatiale. Donc, on écartera, par exemple, des choses comme ceci, où là, le motif 3, suivi de 1, suivi de 2, peut être assez présent, mais de façon très diffuse. Donc, ce genre de motif sera écarté, et on privilégiera ce genre-là. On a donc pour cela un critère de cohérence spatiale qui est d'imposer, lorsqu'un motif apparaît au niveau d'un pixel, qu'il apparaisse aussi en moyenne assez souvent dans les pixels voisins. Donc, c'est un critère de connectivité locale qui est utilisé. Une fois que l'on a fait cette sélection au niveau des motifs, donc là, on est après l'étape d'extraction, on va les visualiser. Pour ces motifs, une façon de visualiser, c'est d'allumer les pixels où le motif est présent. Donc là, 1 suivi de 3 suivi de 2 est présent à tous les endroits qui sont éclairés. Et d'utiliser le code de couleur pour dire à quel moment on les observe. Là, sur cet exemple, ce qui est retenu, c'est d'indiquer avec le code de couleur à quel moment on observe l'élément 2. Ça veut dire que ici, on est plutôt dans les tons jaunes, on était donc dans le début de la série, donc le 1 suivi de 3 suivi de 2 a été observé plutôt assez tôt,
Et ici, plutôt dans des tons bleu foncé, ça veut dire qu'il a fallu attendre assez longtemps pour finir par observer le 2. On peut bien sûr prendre d'autres encodages et éclairer, choisir un code de couleur qui fait apparaître la date où on observe le 1 ou le 3, pourquoi pas. Là, c'est plutôt la fin du motif qui est indiquée par le code de couleur. Pour illustrer ça sur un exemple, je vais passer la parole à ma collègue. Donc, pour ce premier exemple, on va s'intéresser au glissement de terrain de Supersos, qui est situé dans les Alpes du Sud, près de Barcelonnette. Donc, c'est un mouvement de terrain qui a commencé dans les années 60 et progressivement, les marnes noires ont rempli le lit du torrent de Supersos. Donc, ce mouvement de terrain a des vitesses moyennes entre 5 et 20 cm par jour, avec des accélérations parfois relativement importantes, pouvant aller jusqu'à plusieurs mètres par jour. Et globalement, l'ensemble des matériaux en mouvement représente 560 milliers de mètres cubes. Donc, on a instrumenté ce mouvement de terrain avec différents appareils photo dans le cadre d'une collaboration avec nos collègues de l'Institut de physique du globe de Strasbourg. Donc, vous retrouverez l'ensemble des caractéristiques des appareils photo sur la diapositive. Et nous, on va s'intéresser à l'appareil photo numéroté A2 qui a acquis des images, une image par jour durant l'été 2011. Et au total, on a pu récupérer 40 images de cet appareil photo. Donc, ces images nous ont servi à calculer des champs de déplacement, à la fois en magnitude et en orientation. Donc, on va commencer par l'étude sur la magnitude. Donc, on a obtenu 37 champs de déplacement qui ont été calculés sur des images avec 1936 par 880 pixels à l'aide des Effigears Tools, qui est une boîte à outils qui permet de calculer ces champs. Donc, sur l'image, vous trouvez deux champs de déplacement, un pour le 19-20 juillet et puis un pour le 2 et 3 août. Donc, c'est des champs de déplacement qui sont relativement différents. Ces champs de déplacement, on les a discrétisés en 5 valeurs. Donc, une valeur 1 pour des faibles déplacements et une valeur 5 pour des forts déplacements, et là on les a représentés de couleur. Donc on s'aperçoit que fin août, on a plutôt un champ de déplacement uniforme de vitesse assez faible, alors que mi-juillet, on avait un champ de déplacement qui était beaucoup plus fort avec deux zones rouges où on a des déplacements très forts qui s'étendent vers le côté gauche. Donc, pour réaliser les expériences, vous avez les paramètres d'extraction qu'on a choisis. Donc, le motif doit couvrir au moins 10% de l'image et chaque pixel doit être connecté en moyenne à 7 voisins. Et étant donné que c'est une série relativement longue, on a imposé que le motif ait une taille maximale de 10 jours. Donc, au niveau des résultats, on a choisi de vous présenter 4 cartes de résultats. On va commencer par la carte notée B. Donc, sur cette carte, on a un motif qui a pour support uniquement des 5, donc un champ de déplacement relativement rapide et qui se finit au milieu de la série à cause de sa couleur verte. Donc, on a un champ de déplacement qui est uniforme. On a un mouvement du glissement qui est latéral du côté droit vers le côté gauche de l'image. Donc, on a ce front qui se déplace de façon, on va dire, laminaire. Si on s'intéresse maintenant à l'image numérotée A, on a un support de motif qui fait D1, puis un 2, puis D1. Donc, c'est un déplacement qui est relativement lent, puis avec un petit sursaut, puis de nouveau relativement lent. Donc là, on est sur l'écoulement du glissement de terrain avec un motif qui apparaît plutôt d'abord en début de pente vis-à-vis de sa couleur verte, et puis fin août, en haut de la pente. Donc, on a un déplacement qui se fait en réalité en accordéon avec une accélération progressive qui se propage en remontant la pente. Pour les deux derniers, les figures C et la figure D, on a des 5 suivis de 4 suivis de 3 pour la première, donc un ralentissement puis un deuxième ralentissement. Et puis plus tard, sur la figure D, étant donné qu'elle est en rose, on est fin août, on a un ralentissement complet, 5, 4, 3, 2. Donc, on a ce glissement qui va progressivement, au cours du temps, ralentir pour aller vers des vitesses de plus en plus faibles, comme l'indique la couleur rose fin août. Donc, ensuite, on va s'intéresser à la direction du glissement. Donc, pareil, on a découpé nos directions en 5. Vous avez la petite roue qui indique la direction. Et on vous a présenté deux images. Donc, on s'aperçoit aussi que le glissement change fortement de direction entre début août
et fin août, puisqu'il va avoir des directions au début août, à la fois direction plutôt 1-2, et puis après avec des directions 3-4, et puis fin août, il sera des directions plutôt homogènes, partie du glissement, en direction plutôt de type 1-2. Donc, on a aussi sur cette diapositive les paramètres d'extraction, et de même, on a une longue série, on impose maximum 10 dates pour le motif. Au niveau des résultats, on va retrouver sur la figure B notre partie du glissement qui était uniforme tout à l'heure. On s'aperçoit aussi qu'on a une direction relativement uniforme. Le glissement se fait sur cette figure B de droite vers la gauche. Donc, on a ce mouvement laminaire tranquille qui descend assez vite. Si on passe sur la figure A, on retrouve aussi un champ qui est vert. Donc, on est dans un milieu de l'été avec une direction qui est plutôt de type 1. Donc, on va avoir un glissement qui va se faire en fond de vallée avec, dans le sens de l'écoulement du glissement. Et si on passe aux figures C et D, on va avoir cette fois plutôt des changements de direction, donc un glissement qui passe 5, 1, etc. Donc le glissement va suivre lentement le relief et va s'écouler dans la deuxième partie du mois d'août en suivant ce relief dans la vallée. Alors, les motifs que l'on récupère de cette façon sont en général très nombreux et il est très souvent nécessaire d'arriver à faire un tri parmi tous ces motifs, ces règles, ces modèles qui ont pu être trouvés. Ici, pour des motifs, on va utiliser une technique connue sous le nom de randomisation, plus particulièrement swap randomisation. C'est quelque chose qui est utilisé en data mining depuis les années 2000 et avant, c'était aussi quelque chose de bien connu, notamment des biostatisticiens. Et c'est une technique qui va consister non pas à introduire des valeurs complètement aléatoires, mais à permuter des valeurs dans le jeu de données. Ici, l'utilisation qu'on va en faire, c'est de regarder pour un motif donné la carte obtenue, donc où est-ce qu'il apparaît dans l'espace et dans le temps, sur le jeu de données de départ, et de regarder pour ce même motif où est-ce qu'il apparaît dans l'espace et dans le temps une fois que l'on a effectué un certain nombre de permutations dans le jeu. Donc, on a randomisé le jeu. Pour évaluer l'intérêt d'un motif, on va regarder la variation qu'il y a entre les informations apportées par chacune de ces cartes. Cette information va être mesurée avec une notion d'entropie, quelque chose qui s'appelle le NMI, l'entropie mutuelle normalisée, en fait. Je n'entrerai pas forcément les détails de ça. L'idée, c'est de voir si, lorsque l'on a la carte d'origine, est-ce que la nouvelle carte apporte toujours autant d'informations que la précédente? Et là, on a deux types de motifs. On a ceux pour lesquels la randomisation a vraiment beaucoup modifié la carte. C'est le cas ici, par exemple. Et dans ce cas, ça veut dire que le motif que l'on avait était un motif qui dénotait une valeur, des configurations, des régularités qui étaient très spécifiques à la situation, à la zone sur laquelle on avait pris les images. On a calculé les champs. Et au contraire, on a des motifs pour lesquels, en effectuant de grosses permutations dans le jeu, on change assez peu l'endroit où le motif apparaît dans l'espace et dans le temps. Donc ça, ces motifs-là vont décrire, dénoter des tendances beaucoup plus profondes dans le jeu qui sont beaucoup plus difficiles à détruire par randomisation. Du coup, on va être intéressé par les deux types de motifs, ceux qui sont aux deux extrémités de ce classement. On va illustrer les types de résultats obtenus sur un nouvel exemple. Donc, on va s'intéresser au mont Etna. Donc, on a récupéré des images qui ont été acquises par le satellite Envisat sur la période allant de 2003 à 2010. On a eu 16 images avec pour un pixel au sol une distance d'environ 160 mètres. À l'aide de ces images, on a calculé pareil des champs de déplacement. Donc le pixel se déplace dans la ligne de visée du satellite. Le satellite va passer sur le côté latéral gauche de l'image en regardant le côté droit, donc du côté de l'image. Donc, ces pré-traitements ont été effectués par nos collègues de l'ISTER. Et donc, vous pouvez voir ici, à gauche, un modèle numérique de terrain de l'Etna. La partie noire représente la mer, et puis vous voyez bien le mont Etna au milieu.
Et sur l'image complètement à droite, vous pouvez voir un champ de vitesse moyen en radians par année. Donc, au niveau de la discrétisation, on a utilisé une discrétisation en 3 symboles. Donc, on a discrétisé le mouvement du pixel par rapport à son déplacement au niveau du satellite. Donc, pour une valeur de 1, le pixel se déplace vers le satellite, donc se déplace fortement vers la gauche. Pour une valeur 2, il se déplace légèrement vers la gauche. Et pour une valeur 3, il se déplace dans le sens contraire de la direction du satellite. Donc, on va dire, au niveau de l'image, il se déplace vers la droite. Donc, vous retrouvez les paramètres d'extraction sur la diapositive, ainsi que le nombre de motifs qui a été obtenu. Donc, on a au total 508 GFS patterns maximaux et on a aussi les temps de calcul et l'espace mémoire nécessaires pour une machine, on va dire, assez classique. Donc là, on a la carte de réglage qu'on pourra réillustrer ensuite. Et là, je vais vous présenter 3 résultats. Donc, le premier résultat, c'est pour un NMI faible, c'est le NMI le plus faible. Donc, on voit une zone éclairée en rose qui est le support d'un motif de type 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 3. Donc, plutôt des pixels qui vont se rapprocher du satellite assez fortement avec des petits arrêts, voire à la fin un déplacement dans le sens opposé où était le satellite. Donc, on retrouve cette zone éclairée qui est la zone dite d'Adrano, qui est une zone de coulée de lave qui est ancienne, qui est sur le flanc du volcan, et ce volcan a tendance à bouger et cette partie a tendance à se soulever en surrection. C'est relativement bien connu par les spécialistes de l'ETNA. Le deuxième motif, donc, qui est le motif ayant un NMI le plus fort, c'est un motif qui a pour support 2, 1, 3, 3, 3, etc. Donc, chacun des pixels aura tendance, à partir du 3e élément du motif, à se déplacer plutôt vers la droite, donc à glisser vers la mer. Donc là, on voit 2 couleurs roses, ça ne se voit pas très bien, mais il y a 2 couleurs roses, une un peu plus claire, une un peu plus foncée. Donc c'est un motif qui va arriver plutôt en fin de série, plutôt en 2010 pour la dernière valeur. Donc on va avoir 2 blocs qui vont se déplacer sur le flanc de l'Etna, qui sont 2 glissements de 2 compartiments différents de la vallée d'El Bove. Et là aussi, on retrouve un phénomène bien connu des spécialistes en géologie sur l'Etna. Et puis enfin, le troisième motif, c'est un motif composé uniquement de 1, qui est celui qui est le NMI numéro 8 dans la série des NMI les plus grands. Et on va avoir donc, sur le côté droit, côté mer, la faille des Messines. Donc, on a un compartiment de la faille qui bouge, une faille normale. Pareil, on va avoir ensuite, si on continue tourner dans le sens des aiguilles, contraire des aiguilles d'une montre sur l'Etna, une deuxième faille, la faille de Pernicana, en rose. On va retrouver un compartiment en bleu qui est éclairé, qui est un deuxième champ de lave qui va aussi se rapprocher du satellite, mouvement très connu. Et enfin, la dernière petite tache rose près de la mer, qui est un anticlinal qui est en surrection, donc qui monte et qui se rapproche de ce fait latéralement du satellite. Une étape possible, c'est d'incorporer la prise en compte de la qualité des données, de façon à pouvoir affiner encore la sélection des motifs que l'on cherche, que l'on présente, de façon à s'appuyer sur des motifs qui ont été calculés à partir de points dans les données dans lesquels on avait relativement confiance, qui étaient de relativement bonne qualité. Donc rappelez-vous, dans le cas des champs de déplacement, ce que j'évoquais au début, c'est que pour chaque vecteur de déplacement, on pouvait avoir ce type d'information produite par la chaîne de calcul du champ de déplacement. Donc, je vais repasser la parole à ma collègue pour une présentation d'exemple. Donc, cette fois, on va s'intéresser à des mouvements de glacier, donc au glacier du Mont Blanc. Donc, les images ont été acquises à l'aide du satellite TerraSARIX, qui est un satellite qui acquiert des images radar, pareil, avec une traque ascendante. Donc, le satellite passe sur le côté gauche de l'image. On a calculé des champs de déplacement donc, qui vont de mai 2009 à octobre 2009 et une deuxième partie sur la partie 2011, sur la même période. Donc, ces champs de déplacement, on a calculé la vitesse entre 2 images et la résolution au sol pour un pixel est de 6 mètres par 6 mètres. Donc, au niveau de la discrétisation, on a discrétisé la vitesse. Donc, pour une valeur de 1, on va avoir une vitesse du pixel qui est inférieure à la vitesse moyenne des vitesses.
médiane, pardon. Pour un pixel numéroté 2, on va avoir une vitesse proche de la médiane. Et enfin, pour un pixel numéroté 3, une vitesse plus forte que la vitesse médiane. Donc, on a toujours les paramètres d'extraction qui sont résumés sur la diapositive et le nombre de motifs obtenus. Donc, si on détaille un petit peu la zone, au niveau des glaciers, donc on est sur une zone qui fait 20 km par 20 km. Le glacier numéroté 1, c'est le glacier des Taconnas. Le numéro 2, celui des Bossons. Et puis, on va tourner dans la vallée Blanche pour arriver jusqu'au glacier numéro 8, qui est le glacier d'Argentière. On a indiqué des points particuliers, les points A, B, C et D. Donc, les points A et C se situent en haut de la tête des glaciers du Taconnas et des Bossons. Et le point D et, B et le point D se trouvent 200 mètres plus bas en suivant la pente du glacier. Donc, le premier résultat que je vais vous présenter, c'est un motif qui a pour support 3, 2, 2, 1, 1, 1, donc un premier ralentissement, et puis 3, 3, 2, 2, un deuxième ralentissement. Si on regarde la date de fin du motif, elle est plutôt colorée vers les violets et roses, donc elle devrait apparaître en fin de série. Donc, on a fait l'hypothèse que potentiellement, on avait un ralentissement sur 2009 et un ralentissement sur 2011. Donc ensuite, on a essayé de confirmer cette hypothèse et on a regardé la place du premier symbole de la série, donc la place du premier 3. Et ce premier 3 apparaît, si on fait une carte de motif, mais cette fois pas en prenant la dernière valeur, mais la première valeur éclairée, plutôt dans les orange-rouge, ce qui est compatible avec une apparition au début de l'été 2003. Et puis ensuite, on a été regarder la date à laquelle apparaissait le dernier 1. Donc la dernière valeur potentielle du ralentissement. Donc, ce pixel s'est éclairé en vert, donc il va correspondre à une date qui serait plutôt à la fin de l'année 2009, donc sur été-automne 2009. Donc, on aurait bien notre hypothèse qui serait validée avec un premier ralentissement en 2009 et un deuxième ralentissement durant l'été 2011. Donc, cette hypothèse a été confirmée par les travaux de Fallour qui expliquent que les glaciers ont tendance à glisser plus vite au début du printemps et de l'été et puis à se ralentir ensuite. On a remarqué une chose assez intéressante, c'est qu'on avait aussi ces mêmes fluctuations des glaciers au niveau du double ralentissement à la tête du glacier des Bossons et du glacier du Taconnas. Donc, ce comportement qui est un comportement de glacier plutôt dit tempéré, arriverait sur ce qu'on appellerait des glaciers froids. Donc, on aurait une évolution du comportement des glaciers de cette zone. Voilà donc pour l'illustration des différentes étapes dans tout ce processus de découverte de connaissances. Et là, on va faire un petit focus sur une partie de pré-traitement liée à la recherche de singularité. Donc, je vais passer la parole à Titouan Launay. Merci Christophe. Oui, donc on va passer dans cette partie plus sur l'identification de singularité à partir d'images satellites multispectrales. Donc on se place vraiment dans cette étape de pré-traitement, donc détecter des zones qui pourraient être problématiques pour un apprentissage derrière, pour l'extraction des faits, détecter des zones d'intérêt mais qui restent rares. Donc détection de singularité ou d'anomalie, c'est des termes qu'on utilise un petit peu de manière interchangeable. Alors l'idée, c'est que quelque chose de particulier, ça peut être anormal ou non, ça peut être un point d'intérêt, ça peut être une erreur dans le jeu de données, c'est subjectif. Dans cette partie-là, on quitte l'approche multidate qui était élaborée dans les précédentes. On se place sur des images qui sont statiques dans le temps et on fait des expérimentations vraiment monodates. Donc, puisqu'on a du satellite multispectral, on a beaucoup d'informations. Donc, on a 13 bandes. On n'a pas seulement le rouge, le vert, le bleu. On a aussi de l'ultraviolet, de l'infrarouge, etc. Et on va mettre ces données. Donc, on les récupère sur une zone qui est le volcan Turrialba au Costa Rica. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec la zone, mais en gros, un stratovolcan actif. Et on utilise des technologies de détection sur ces images pour essayer de mettre en valeur ces zones d'intérêt. Donc l'intérêt de ce projet, c'était évaluer les méthodes de détection de singularité non supervisée qui pourraient être employées dans ces traitements d'images. On a utilisé les techniques qu'on avait mises en valeur sur les images qu'on obtient à partir de ce Sentinelle, donc c'est le satellite multispectral, et on va venir croiser ces résultats avec des données tierces. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer des méthodes pertinentes à l'avenir, des choses qui avaient un intérêt dans la zone géologique, et puis donc de pouvoir donner quelques perspectives.
Donc, pour comprendre un petit peu la situation du Turrialba, hein, c'est un stratovolcan actif qui se situe dans la forêt tropicale. On a quelques zones agricoles qui sont cultivées autour, quelques éléments hygrométriques de plis de rivière, un peu d'habitation et puis de la végétation qui varie, parce qu'on a pas mal de cultures aussi. Et on a donc les éléments volcaniques, notamment les cratères. Donc, la détection de singularité ou d'anomalie, là, on se concentre vraiment sur des méthodes qui sont non supervisées, donc on n'apporte pas d'a priori sur la distribution des données, on n'a pas de jeu étiqueté, c'est comme si on arrivait sur la zone et on n'y connaît rien. Donc, on va se baser sur 3 différentes approches donc, qui sont toutes implémentées par des algorithmes un peu différents. Donc, on a une première approche qui s'appelle du clustering. Donc là, chaque pixel, donc un objet qui a 13 caractéristiques, on va essayer de le regrouper avec des voisins. Éventuellement, on va dire les grands groupes, bon, c'est quelque chose de normal. Les petits groupes ou ce qu'on n'a pas réussi à mettre dans les groupes, c'est quelque chose qui peut être singulier. On a une seconde approche qui va se baser sur de la densité. Donc, on met tout ensemble et puis on regarde les points qui sont un peu à l'écart ou qui ne sont pas très proches par rapport à la distance qu'ont leurs voisins entre eux. Et la troisième méthode qu'on a exploitée et qui est un domaine en ce moment qui est assez porteur, c'est ce qu'on appelle les techniques par reconstruction. Donc, en fait, la reconstruction, c'est on va perdre volontairement une partie de l'information et l'idée, c'est d'essayer de la reconstruire. Donc, on prend notre jeu de données. Donc là, par exemple, on a des carrés, des ronds, des triangles. On va essayer d'associer à chaque forme une couleur. En gros, c'est pour vous expliquer un peu le principe. On fait une espèce de table de connaissances en disant un carré, c'est orange, un rond, c'est orange, un triangle, c'est jaune. Et avec cette base de connaissances, ensuite, on va reprendre les données, on retire la couleur et on reconstruit avec la table. Donc, on dit un carré c'est orange, on construit un carré orange. Un rond, c'est orange, etc. Là, on a un triangle jaune, on se dit un triangle, c'est jaune, hop, on reconstruit. On a un triangle orange, on retire la couleur, on dit il devrait être jaune. Donc, l'intérêt, c'est de voir là, dans le jeu de données d'entrée et dans le jeu de données de sortie, les endroits où on n'a pas réussi à reconstruire. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on n'avait pas bien appris et donc potentiellement quelque chose d'intérêt. Donc, nous, dans notre approche, là, on se base sur les images Sentinelle-2A. Donc, c'est un satellite multispectral qui fait partie de la mission Copernicus. Donc, on va télécharger ces images. On a 13 bandes. À partir de ces 13 bandes, on va réaliser 2 analyses différentes. On va faire d'abord une détection des nuages avec des algorithmes qui sont classiques parce qu'on a une influence assez importante de la couverture nuageuse sur le traitement des résultats. Et d'autre part, on va détecter nos singularités et éventuellement, après une réduction de dimension, parce que 13 bandes, ça peut devenir coûteux. Et on va pouvoir comparer les résultats et puis comprendre l'influence aussi des paramètres météorologiques avec les algorithmes principaux. Donc, un exemple de ce traitement, c'est Camins. Donc, Camins, c'est ce qu'on disait au début, c'est un algorithme qui va faire des groupes. Donc, on lui dit, on veut 8 groupes de données, il va prendre tous les objets et puis il va essayer de les grouper. Donc, il va faire peut-être un groupe forêt, un groupe nuage, un groupe volcan, etc. Et l'intérêt d'avoir fait ces groupes, c'est qu'ensuite, dans les groupes, on peut regarder qui est proche du centre du groupe et qui ne l'est pas. Donc, par exemple, dans le groupe forêt, on va voir les arbres standards qui vont être tous proches au milieu parce qu'ils sont beaucoup. Et puis, on va voir quelques valeurs qui sont un peu plus éloignées, qui sont un peu plus singulières. Donc, en mesurant la distance, en gros, entre l'objet et puis la représentation classique, on va dire l'image même du groupe, on peut réussir à mettre en valeur quelques points singuliers. Donc, on se retrouve avec une carte qui nous permet d'identifier les points qui ont un score. En gros, est-ce qu'ils sont standards, est-ce qu'ils sont anormaux? Donc, en se basant sur ces cartes de résultats et puis sur les 6 méthodes qu'on a utilisées initialement, on va appliquer 2 sélections avant même de regarder ce qui se passe réellement. La première sélection, c'est la même chose qui avait été réalisée d'ailleurs dans les études qu'on a évoquées un petit peu précédemment, c'est la sélection par cohérence géographique. On se base sur des images satellites à une grande échelle. On ne cherche pas un pixel en singularité, ça pourrait être dû à quelque chose du capteur, etc. L'intérêt, c'est d'avoir une zone qu'on peut identifier correctement, donc d'avoir des pixels qui sont continus avec un score qui est cohérent. La deuxième sélection qu'on fait, c'est quelle est la simplicité de paramétrage, parce qu'on se base sur une zone non supervisée, donc sans a priori. Plus on a besoin de rajouter de paramètres et plus on a besoin d'apporter de connaissances, moins c'est intéressant. Donc, basé sur ça et sur les 3 catégories d'algorithmes, on va tout de suite éliminer 2 d'entre eux. Local Outlier Factor, qui ne donne que des résultats épars et qui donc ne sont pas exploitables, et puis DBSCAN, pour lequel le paramétrage est extrêmement compliqué et même un tout petit changement de valeur peut donner des résultats très différents. Et on va aussi mesurer tout ce qui va être performance en mémoire et en temps pour essayer de proposer des solutions qui se tiennent. Donc, on obtient des résultats qui sont assez variés selon les algorithmes, même s'ils se basent sur une même méthode. Donc là, je vous donne un exemple de Isolation Forest et puis de Camins Score. On a un fort impact en fait, des données d'entrée. L'exemple là qu'on a, c'est des images de 2017 et de 2020. En 2017, on a une image très claire. En 2020, on a une petite couche de brume. Et donc, l'effet de la couche de brume, c'est que toute l'image est un petit peu blanche. Et là, l'intérêt, c'est de voir si on réussit à rentrer quand même dans du détail de détection ou pas sur cette image.
vous voyez que deux algorithmes qui fonctionnent à peu près de la même manière sur le même principe vont donner des résultats très différents. L'un est très sensible à cette couche de bruit, mais ne peut rien détecter derrière, alors que l'autre va essayer de trouver du détail, même dans des choses qui se ressemblent. Alors ça peut être une bonne ou une mauvaise chose, on le verra ensuite. Et deuxième effet important qu'on met en valeur à ce moment-là, c'est la forte influence des données sources, donc que ce soit tout ce qui va être la couche nuageuse, qui est difficile à reconstruire, et surtout qui peut être, selon l'image, d'une nature différente, parce qu'il suffit qu'il y ait un petit nuage sur une image pour que ce soit une anomalie, alors que si on a une image qui est extrêmement couverte, c'est quelque chose qui devient très singulier, et puis tout ce qui est le sol va apparaître en anomalie. Donc on propose d'utiliser un algorithme tiers, en gros, pour éliminer ces zones-là, et puis dire qu'on ne peut pas classifier, puisque de toutes les façons, le nuage est là, on ne peut pas dire ce qui se passe au sol. Le deuxième élément qui est important à ce niveau-là, c'est qu'on travaille sur des données multispectrales, on a 13 bandes qui ne sont pas toutes de la même résolution, qui ne sont pas forcément bien alignées les unes avec les autres, et on va essayer de voir si les algorithmes sont sensibles à ces petites variations de données, ou bien même est-ce qu'ils sont en fait capables de nous dire si, par une petite analyse derrière, est-ce qu'on a un problème de données. Donc on a des algorithmes qui sont assez résistants et d'autres qui sont moins. On va venir comparer ça aux phénomènes réels. Donc, on a plusieurs sources géographiques, géologiques, climatiques et anthropiques sur la zone, qui sont toutes assez pertinentes, et voir un petit peu si les points relevés en anomalie relèvent vraiment d'une anomalie réelle ou non. Donc, en fait, on obtient des résultats qui sont assez pertinents en général. Donc là, on a le résultat, par exemple, du relevé en singularité de la surface des cratères et le panache de cendres qu'on a en janvier 2017 qui sort du volcan, donc qui sont vraiment mis en valeur ici en vert et en rouge par rapport au reste de la zone bleue qui est considérée comme standard. On détecte aussi d'autres phénomènes. Donc, à l'échelle de cette image-là, tout ce qui va être des cours d'eau ou des zones érodées, c'est quelque chose qui est assez rare, assez ponctuel, donc une singularité. On remonte bien ces résultats-là, qui sont bien mis en valeur par l'algorithme. Et on a d'autres éléments, donc notamment tout ce qui va être les phénomènes anthropiques. On parle notamment pas mal des toits, parce que les toits, c'est une caractéristique assez visible sur les images satellites, qui vont bien être mis en valeur. On a aussi d'autres éléments anthropiques, donc on va s'intéresser tout de suite à ça. Sur tout ce qui va être les cultures, les champs. On a par exemple le relevé de certaines parcelles agriculturales. Le problème, c'est que sans données sur le terrain, on n'arrive pas à identifier exactement s'il y a une réalité physique à ça. Ça pourrait être de l'épandage, ça pourrait être qu'il y a eu la surface qui a été retournée à l'instant. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles ça paraît pertinent parce qu'on a bien une délimitation de parcelles, mais pour autant, on n'est pas capable de conclure. Et on a aussi un deuxième biais qui est assez important sur ça, et sur cette question de est-ce qu'on remonte vraiment une singularité, est-ce qu'elle est exploitable, est-ce qu'elle a un intérêt. C'est que sur les algorithmes, donc on a Visualization Forest qui est capable de donner tout le temps, en gros, du détail, même quand l'image est brumeuse ou des choses comme ça, c'est qu'on se retrouve avec une détection qui est tellement importante qu'on ne peut pas conclure derrière, on ne peut pas visualiser, c'est difficile pour nous d'analyser. Donc on ne peut pas identifier de manière claire. Donc, finalement, les perspectives, c'est qu'avec ces 6 algorithmes de départ, on en retient 4 qui permettent d'obtenir des résultats spatialement cohérents avec un paramétrage relativement simple, qui donnent des résultats qui peuvent être cohérents sur la zone géographiquement et qui pourraient aussi être exploités sur d'autres zones ou dans d'autres processus d'image multispectrale. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que cet élément-là, il s'inscrit toujours dans le processus. Donc, je vais redonner la parole à Christophe qui va remettre ça un petit peu en forme. Oui. Donc, là, ce focus a été fait sur la partie pré-traitement qui, pour l'instant, dans les illustrations qu'on avait faites auparavant, était assez simple puisque c'est simplement de la discrétisation. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose sur lequel il y a aussi tout un champ de travail possible. Donc, par rapport à cette présentation d'aujourd'hui, ce qui était important pour nous, c'était de replacer cette étape de data mining, donc la partie fouille où on va chercher à construire un modèle ou chercher des motifs ou des règles pour décrire ce qu'il y a dans nos données, soit pour faire du prédictif ou du descriptif, mais de bien voir que ceci, ce n'est qu'une petite partie de tout le processus qu'il y a à mettre en place pour, à partir d'une idée, d'une envie, on va dire, arriver à faire toute la collecte de l'information, son codage, des phases de data mining, donc de fouille pour en parler, mais aussi après toute la partie visualisation, post-traitement, classement, avant de pouvoir faire des interprétations. Et sans oublier aussi que dans ce processus, en fait, chaque étape a tendance à nous faire remettre en cause des choses qui ont été faites avant. Ça peut être le choix des méthodes ou des réglages de paramètres. Ici, vous avez quelques références concernant la technique liée à l'extraction des GFS patterns, donc le point d'illustration qu'on a pris aujourd'hui.
En dehors de nous trois, voici une liste des principaux collaborateurs que nous avons vus pendant tout ce travail, là, depuis une dizaine d'années. Donc, on remercie au passage. Donc là, on a le temps pour une discussion et répondre à des questions. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, en effet, il y a le temps pour quelques questions. Profitez-en vraiment. Ils sont disponibles maintenant. Donc, c'est le moment de poser des questions. Vous pouvez lever la main aussi. Je vous laisse quelques secondes pour écrire vos questions, on ne sait jamais. Donc, on a une première main levée de Félix Darve. Donc, Félix, je t'ai permis d'ouvrir ton micro. Je poserais bien la question de savoir comment ce type de data mining, qui est évidemment très, très performant et très efficace pour faire émerger des singularités, comment ce type de travail se situe par rapport au modèle numérique dont on peut disposer, par exemple, sur un glissement de terrain ou sur les mouvements d'un volcan. Est-ce que vous considérez que l'existence d'un modèle numérique, par exemple, par la méthode des éléments finis, un calcul de glissement de terrain avec un modèle constitutif adéquat, qui donnerait les déplacements du sol en surface du glissement de terrain, donc tout à fait comparable avec le type de champ de déplacement que vous mesurez, que vous analysez. Donc, comment situez-vous l'existence d'un modèle numérique? C'est un plus? C'est complètement indépendant? Comment vous vous situez? Donc, effectivement, alors, du coup, les deux se complètent. La partie modèle numérique, elle est indispensable. Et là, du coup, sur une zone, à partir du moment où on a une description de la zone suffisante pour commencer à faire tourner des modèles numériques, ce type de fouille de champ de déplacement peut faire apparaître des zones qui ont un comportement un peu différent de ce que l'on observe avec le modèle numérique. Et donc là, ça peut être l'indice. Il n'y a pas de caractère automatique à ça, mais l'indice d'encourager une réflexion pour voir si ça ne nécessite pas, en termes de modélisation au niveau du modèle numérique, d'aller faire quelques mesures supplémentaires ou études supplémentaires pour compléter le modèle numérique et avoir une simulation plus fine, finalement, pour cette partie-là. Donc, la vision, c'est vraiment que les deux se complètent, peuvent se nourrir l'une l'autre. Et l'idée dans ce que l'on a présenté, donc qui n'est pas forcément ce qui se fait dans tous les processus dans lesquels il y a du data mining, c'est que l'on reste assez non supervisé, donc avec assez peu d'a priori. L'intérêt, c'est de pouvoir faire apparaître justement des choses que les experts de la zone n'avaient pas en tête, en pointant quelque chose, du coup, qui n'était pas du tout attendu. Alors que sur des approches, on va dire, plus supervisées, on a quand même tendance à s'attacher plus à la connaissance qui est déjà injectée lors du travail. Donc là, une approche non supervisée va d'autant mieux pouvoir faire apparaître ou suggérer en tout cas, des endroits où il ne se passe pas tout à fait le phénomène qu'on attend. Est-ce que je pourrais dire que votre méthode reste principalement, essentiellement de type observationnel, mais si on veut faire l'analyse de ces singularités, comprendre ces singularités, éventuellement dégager des mesures à prendre ou évaluer la situation en termes de sécurité, là, le modèle numérique est indispensable.
Oui, Vous, tout à vous êtes fait. d'accord avec cette Tout à fait. appréciation? Oui. Et je dirais donc au niveau de la partie, on va dire, modélisation informatique, c'est indispensable. Et au niveau de l'expertise humaine, c'est aussi complètement indispensable d'avoir des gens impliqués dans le processus et qui aient aussi de solides connaissances dans ces champs-là. Donc là, nous, au niveau du projet, on a la chance d'avoir Catherine qui a les deux casquettes, donc qui à la fois travaille sur la partie mathématique, informatique, et aussi sur la partie géophysique, de façon à pouvoir, on va dire, euh, conserver du sens aux traitements qui sont faits. Mais effectivement, l'expertise de quelqu'un relevant du domaine reste indispensable, et pour faire de la prévention, de l'évaluation de risque, les modèles numériques semblent incontournables. D'accord, merci. Merci pour ces réponses et puis merci pour votre exposé tout à fait clair et convaincant, très convaincant. Merci Félix. Merci. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? J'aurais peut-être une petite question. J'ai remarqué que pendant les étapes de pré-traitement, vous avez beaucoup d'étapes qui sont, j'ai l'impression, peu automatisées. Il y a beaucoup de choses à vérifier, à choisir entre différentes méthodes. Est-ce que justement, il existerait des méthodes un peu plus automatisées qui permettraient peut-être un transfert plus facile vers des bureaux d'études ou autres pour de la gestion opérationnelle des risques? Alors, ce qui est facile à réutiliser, on va dire, ce sont certains des algorithmes pour l'étape de fouille, de data mining, d'apprentissage d'un modèle. Donc, on trouve maintenant des librairies de calcul pour arriver à apprendre ou extraire des régularités. Mais en fait, c'est qu'une petite partie. Et effectivement, ce que tu dis, toute la partie pré-traitement, c'est autant que toute la partie classement, visualisation derrière. En fait, il y a beaucoup de techniques, de méthodes diverses. Et là, il y a besoin d'une expertise pour le choix. Il y a aussi besoin de faire des essais. Et une fois que les choses sont calées pour un type d'application particulier, on peut éventuellement envisager de proposer sur d'autres situations le même processus, le même workflow d'extraction de connaissances. Mais il y a quand même toute une phase de mise au point, de choix, et là, dans laquelle je pense que c'est ce qu'on évoquait avant, il faut vraiment des experts les deux champs. Donc des gens qui soient, on va dire, sur la partie analyse de données, des gens qui soient experts du domaine. OK. Donc c'est Merci de vraiment la quelque réponse. chose quand on le voit souvent. Par exemple, cette année, on a encore vu un projet de montage pour une ANR, et c'est vrai qu'on se rend tout de suite compte que avoir des capteurs et dire qu'on va pouvoir collecter les données, en fait, on est encore bien loin de cette étape où on pourra interpréter des modèles. On est vraiment là tout au début, et des étapes comme simplement savoir, quand je collecte des données, est-ce que je les laisse au niveau stockage, l'endroit où est placé le capteur, ou est-ce que j'équipe l'endroit pour pouvoir transmettre déjà ces données à distance, ou les présélectionner pour ne pas transmettre de trop gros volumes. Déjà, simplement des choses comme ça, c'est en soi des questions qui sont à régler, je dirais, quasiment au cas par cas. Donc, souvent, on a une vision un peu naïve qui est de dire oui, les algorithmes de data mining sont disponibles, c'est vrai, mais en fait, l'expertise et le travail à déployer pour mettre en place toute la chaîne, c'est quelque chose qui reste très important et souvent très spécifique de la zone, de l'application qu'on veut faire. Donc là, le point pour nous aujourd'hui, c'était essentiellement de bien souligner cet aspect-là, qu'il y a tout ce processus.
même si, on va dire, cette étape de data mining, de méthode d'IA, c'est quelque chose qui est très à la mode, hein, et pour lequel on a des librairies qui existent. Une fois qu'on veut s'en servir, il y a une énergie, un temps à dépenser pour arriver à mettre tout ça dans un vrai processus. Merci. Je ne vois pas d'autres mains levées. Là, si je peux juste pour revenir sur tout au début, je pense que est-ce que j'ai gardé? Voilà. Je n'ai pas cité leur nom, mais typiquement, en 2020, il y a eu une présentation sur l'aspect collecte des données radar, calcul de champ de déplacement par Emmanuel Trouvé-de-Listy, qui est Mathias Gauvin d'Origami. Et donc, rappelez-vous, pour ceux qui ont assisté à cette présentation, déjà en soi, donc, qui est vraiment une étape qui va être dans notre chaîne ici, hein, tout au début, pour l'acquisition des données radar, leur traitement, le calcul des champs, qui va déjà être en soi quelque chose qui est extrêmement complexe et qui aussi nécessite du réglage, du paramétrage. Oui. Je remettrai le lien de revisionnage de ce webinaire quand j'enverrai tous les éléments pour ce webinaire. Merci du rappel, Christophe. Bon, on va s'arrêter là. Il n'y a pas d'autres questions. Merci en tout cas beaucoup à tous les intervenants.